Alors bonjour chers souscripteurs, merci pour votre soutien, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc je vais vous lire un extrait d'un livre paru en 1997 de Christopher Story. Je vous renvoie au teaser si vous voulez en savoir plus sur lui, mais pour résumer, c'était l'éditeur de Golitsyn pour la Perestroïka Deception. Donc un livre sur lequel j'ai consacré 3 vidéos, 2 ou 3 vidéos, je ne sais plus, enfin je vous y renvoie. Et donc je suis en train de traduire d'ailleurs le livre en français. Alors, commençons par une petite introduction à propos du livre de Christopher Story. Cet ouvrage a été écrit afin de dissiper des malentendus profonds, flagrants et dangereux sur la nature et l'objectif du collectif de l'Union européenne, le plus avancé des blocs régionaux destinés à être les piliers d'un gouvernement mondial unique prévu de longue date et qui représentera la réalisation finale de la révolution mondiale de Lénine contre l'État-nation. Voilà, vous avez déjà l'essentiel de la thèse. Vous avez déjà entendu ça chez Bukowski qui parlait d'union UE-RSS, donc au lieu de UE ou UE-RSS, c'est une fusion entre les deux. C'est la même idée. Alors par définition, un gouvernement mondial unique, dont les décisions arbitraires seront sans appel, sera une dictature brutale, peut-être engagée en dernier ressort dans la réduction de la population. L'idée d'un holocauste mondial a été discutée dans certains cercles révolutionnaires, de manière choquante par exemple lors de divers événements du Forum sur l'état du monde, organisé de 1995 à 2000 par la Fondation Gorbatchev États-Unis, une organisation de propagande et de construction d'influence portant le nom de la centrale léniniste parallèle à Moscou. Ce qui fait que tous ceux qui dénoncent la dépopulation et les projets de dépopulation et qui veulent mettre ça sur le dos des États-Unis sont des idiots utiles, ça c'est moi qui rajoute, de Moscou. C'est un projet communiste. Il s'agit d'une nouvelle forme d'instrument révolutionnaire léniniste développé par l'école Lénine et le département international du Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, sous la direction de feu Georgi Shakhnazarov, qui était un membre éminent des structures à l'époque de Gorbatchev. Le CPSU continue de fonctionner dans la clandestinité, dirigeant, supervisant et contrôlant tous les partis politiques formés à partir du CPSU lui-même. En novembre 2001, Izvestia a décrit la fusion prévue du parti dit d'unité du président Vladimir Poutine avec 2 autres factions clés de la Douma comme un mouvement, un front, une ligue, le PCUS en fait. Ça, c'était dans le New York Times le 6 novembre 2001. Le bloc soviétique a été replié, non pas, comme on le croit généralement, parce que le communisme et l'Union soviétique se sont effondrés, mais parce que le collectif stratégique soviétique, après une longue préparation couvrant une grande partie de la période de 40 ans d'après-guerre, au cours de laquelle les alliés de guerre avaient convenu que l'Allemagne devait être occupée, est entré, en 1989-1991, dans une nouvelle phase de la révolution mondiale, en poursuivant les objectifs de Lénine par d'autres moyens, pour citer Lénine lui-même. Ces objectifs supposent la destruction de tous les États-nations, la collectivisation de toutes les dimensions de l'existence humaine, l'effacement de la religion, le développement d'une mentalité mondiale uniforme, par l'établissement d'un programme et d'un esprit commun, entre guillemets, et l'instauration progressive d'un gouvernement mondial. Donc, c'est exactement ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Je veux dire, c'est évident. Et ce livre a été écrit en 97. Alors, cet avant-propos a été écrit en 2002, mais enfin, c'était il y a quand même 20 ans. Et donc, c'est exactement ce à quoi on a affaire. Donc, pour les stratèges communistes soviétiques continus, l'Union européenne est un instrument de base infiltré pour la poursuite de ses objectifs. L'Union européenne est une organisation révolutionnaire qui cherche à supplanter les États-nations qui la composent. Son arrogance est telle qu'elle présume que certaines de ses décisions, comme le verrouillage des taux de change nationaux par exemple, peuvent être prises irrévocablement, c'est-à-dire pour l'éternité. Mais même Hitler était assez lucide pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas prétendre de manière réaliste que son Reich durerait plus de 1000 ans. Les héritiers d'Hitler, les disciples pan-germanistes du docteur Konrad Adenauer, sont entre-temps sur le point d'utiliser l'Union européenne pour réaliser les objectifs d'Hitler, encore une fois, par d'autres moyens. Le 1er novembre 1993, alors même que le traité de Maastricht du collectif européen entrait en vigueur, la télévision de Moscou proclamait que le traité était l'aboutissement de plans convenus il y a 50 ans. L'étiquette inadéquate d'eurosceptique, utilisée en Grande-Bretagne pour cataloguer les activistes engagés dans diverses formes d'opposition directe et indirecte à la participation de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, signifie une soumission ultime à la fédération envisagée, puisque le scepticisme n'implique pas tant une détermination à résister qu'une résignation ou une acceptation maussade d'un état de choses désagréable que l'on suppose ne pas pouvoir empêcher. Ce livre cherche à donner du courage aux efforts de ceux qui sont écœurés par l'Union européenne,
en exposant les stratégies parallèles et coordonnées de la Russie et de l'Allemagne en Europe. Et ça, on le constate bien, je veux dire, aujourd'hui, avec l'énergie et toutes ses conséquences. Donc voilà, ce livre avait vraiment vu juste 20 ans à l'avance. C'est pour ça que je vous en parle. Cela ne peut se faire qu'en montrant qu'il n'y a pas eu de discontinuité stratégique dans les deux cas. Le collectif de l'Union européenne fait partie d'un projet plus vaste et pernicieux, centré sur l'homme, qui vise à organiser le monde entier selon les principes révolutionnaires léninistes en supprimant l'État-nation. Le successeur actuel de la tour biblique de Babel n'a ni temps ni espace pour Dieu. Pour cette seule raison, il est certain qu'il partagera le sort de cet édifice. Et donc, ça c'est une belle leçon pour les néo-communistes que sont Florian Philippot, François Asselineau et les autres souverainistes français, qui ne croient pas en Dieu la plupart du temps, mais qui sont anti-Union européenne pour de mauvaises raisons. Alors, avant-propos, cette étude vise à placer le phénomène du collectif de l'Union européenne dans une perspective beaucoup plus large que le contexte étroit habituel dans lequel les questions européennes sont considérées. Les dangers associés à cette perspective étroite sont les suivants: l'aveuglement sur la relation, l'interaction et l'importance de la stratégie russe et franco-allemande et la continuité de chacune d'entre elles dans le contexte européen. L'absence conséquente de tout cadre de référence cohérent permettant de donner un sens au bilan, aux politiques et au comportement collectiviste de Bruxelles, le masquage des forces sous-jacentes qui propulsent cette expérience d'État franchement diabolique, diviseur et anti-nation, l'absence de justification de bon sens pour certaines europolitiques constamment poursuivies, telles que la subdivision des États-nations constitutifs de l'Union européenne en euro-régions, ou l'impératif inexpliqué de l'expansion vers l'Est et la collectivisation à grande échelle de tous les aspects de notre vie, qui sont tous soit sans rapport avec le bien-être national, soit nuisibles à celui-ci. L'incapacité à poser des questions fondamentales comme celle de savoir pourquoi il est nécessaire que l'Union européenne reproduise des institutions, des politiques, des services et des activités établis par les pays de l'Union européenne eux-mêmes, l'hypothèse injustifiée selon laquelle les intentions et les actions du collectif politique sont bienveillantes, ce qui est l'inverse de la vérité, et finalement une tendance à accepter avec résignation tout l'appareil superflu de l'Union européenne, au motif qu'il a été sanctionné par les législatures démocratiquement élues. Quand il dit sanctionné, ça veut dire validé. C'est sanctioned, donc c'est un faux ami en anglais. En bref, la perspective étroite qui nous est familière nous empêche de percevoir les vérités les plus simples sur cette monstruosité géopolitique, par exemple son caractère et ses objectifs fondamentalement antidémocratiques et révolutionnaires. Le sens littéral du mot révolution est tourner en rond. L'un des inconvénients de s'empêtrer intellectuellement dans les tentacules de type pieuvre de n'importe quelle dimension des activités du collectif de l'Union européenne est que la victime découvre rapidement que toutes les réponses, entre guillemets, ou solutions, entre guillemets, aux problèmes européens sont exigées et calculées pour être strictement provisoires. Parce que typiquement, les problèmes européens ne sont jamais destinés à être résolus, mais plutôt à être élaborés et exploités dans la poursuite cynique des intérêts politiques primordiaux du collectif qui supplantent et déplacent toujours ceux de ses membres constitutifs et de leur population. Comme dans le cas des actions conjointes, parallèles de la communauté internationale, telles qu'elles sont présentées par exemple dans le cas de la question irlandaise, les principaux objectifs ne comprennent pas la résolution des questions pertinentes, mais plutôt l'établissement et l'exploitation d'un processus pour la promotion d'un programme internationaliste destiné à contribuer à l'objectif ultime, énoncé si clairement par Lénine, de la destruction de l'État-nation. Le processus qui consacre ces opérations révolutionnaires devient sacro-saint et favorise ainsi leur réalisation. Un deuxième inconvénient évident de la perspective étroite est que l'esprit de la victime est rapidement contrôlé et dominé par l'ordre du jour oppressant et ouvert du collectif, ou de segments de celui-ci. Et une fois que cet état d'esprit s'est développé, il devient impossible pour la victime de voir le bois de l'arbre, c'est-à-dire de distinguer entre le bon grain de l'ivraie, de reprendre ses esprits et de sortir du contexte européen afin d'être capable de voir une image plus large. La fameuse big picture. Seule une poignée de professionnels l'ont fait, les plus connus étant sans doute Lord Bruce de Donington, ancien Monsieur Europe du gouvernement travailliste britannique dans les années 70, et Bernard Connolly, haut fonctionnaire de la Commission européenne, anciennement responsable du mécanisme de taux de change et auteur du célèbre ouvrage The Rotten Heart of Europe, le cœur pourri de l'Europe, qui exposait notamment la corruption du régime de manipulation des taux de change de l'Union européenne. Parmi les politiciens eurosceptiques britanniques, l'option de sortie du collectif européen, qui s'éloigne,
est considéré comme impensable, alors qu'il s'agit en fait de la seule option disponible pour la Grande-Bretagne, à part l'anéantissement national. Donc, fort heureusement, ils y sont arrivés 20 ans plus tard, l'auteur était un peu pessimiste. Tant mieux. Puisque ces personnes persistent dans leurs illusions sur la renégociation des traités collectifs de l'Union européenne et le rapatriement des pouvoirs de Bruxelles à Westminster, aucune de ces possibilités n'est ou ne sera jamais offerte, on doit présumer que dans la pratique, ils sont prêts et disposés à accepter la décapitation et la fin de leur pays, puisque, en tant que politiciens expérimentés, ils ne peuvent pas imaginer que de telles négociations permettraient d'atteindre leurs objectifs. Leur attitude est d'autant plus insupportable et critiquable qu'ils ont été parmi ceux qui ont voté pour que les pouvoirs de l'ancien Parlement de Westminster soient transférés au collectif politique. Évidemment, si la souveraineté est mise en commun, elle est diluée et diminuée. Mais une caractéristique première de tout ce qui a trait à l'Union européenne, comme chez les léninistes, est que la vérité est retournée à l'envers ou à l'arrière, une caractéristique première du mal. Dans les messes noires, la messe est lue à l'envers. Cela met en lumière la réputation bien méritée de l'Union européenne en matière de mensonges, de déformations et de tromperies, un fait perdu pour ceux qui n'ont pas de vraie religion, pas de foi et donc fondamentalement pas de valeur. Pour ces personnes, l'anéantissement de l'État-nation n'est pas un problème, même si seul l'État-nation peut mobiliser une protection physique contre les véritables ennemis du peuple. Le collectif de l'Union européenne cherche à surmonter cette objection en proclamant de manière inexacte qu'il est le seul responsable du maintien de la paix sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que c'était l'accomplissement de l'OTAN avant la perestroïka. Et en s'accommodant de la collectivisation de la sécurité, qu'un chef de l'Institut des États-Unis et du Canada de l'Académie russe des sciences, léniniste, a officiellement décrite comme l'objectif suprême de la politique étrangère russe, comme nous l'avons vu ailleurs dans ce livre. Il va de soi qu'une fois que la puissance militaire de l'Europe occidentale aura été collectivisée avec tout le reste, y compris les États-nations constitutifs eux-mêmes, l'Europe sera à la merci permanente de la puissance soviétique continue de facto. Voilà, c'est fou quand même, 20 ans à l'avance, donc c'est exactement ce à quoi on assiste. Cependant, la perception de cette réalité et en fait des périls associés à l'implication continue de la Grande-Bretagne dans le collectif subversif de l'Union européenne à tous les niveaux, présuppose une compréhension de base de la stratégie révolutionnaire mondiale léniniste, soviétique, russe, continue, dont le collectif de l'Union européenne est devenu une composante volontaire. Ceci est exposé dans la première partie de ce livre intitulé « L'Europe de l'Atlantique à Vladivostok ». La dimension soviétique doit à son tour être comprise dans le contexte de la continuité parallèle de la stratégie allemande, expliquée dans la deuxième partie intitulée « L'Europe de l'Atlantique à l'Oural », et de son interaction avec le réseau de relations tissé par les stratèges soviétiques qui sont dirigés par le KGB, GRU et protégés par le PCUS. Et la stratégie allemande, dirigée par l'agenda pan-germanique qui représente la continuation de l'agenda du national-socialisme, comme cela est prouvé dans la deuxième partie, a veillé à ce que la France soit cooptée comme participant à part entière à la réalisation des plans de l'Allemagne. Ça, c'est fou que De Gaulle n'ait pas vu ça. Franchement, il s'est fait avoir parce que, pour moi, c'est de plus en plus clair, plus j'étudie. De Gaulle était vraiment un agent communiste. Mais la collaboration germano-française avec les léninistes soviétiques, qui se poursuit, signifie le désastre ultime pour le projet d'hégémonie pan-germanique. C'est le Comintern qui a établi que la fédération est une forme transitoire vers l'union complète de toutes les nations. Et c'est Lénine qui a enseigné que la séparation précède la fédération. La longue marche à travers les institutions de l'Occident, dirigée par Moscou, qui a commencé par les décisions d'infiltration du Comintern, a laissé les puissances occidentales profondément compromises, subverties et de plus en plus, comme le voulaient les léninistes, dépourvues d'un esprit commun dont la création a toujours été un objectif clé de la révolution mondiale. Le regretté auteur Malachi Martin a utilisé le terme approprié du brouillard luciférien pour décrire l'aveuglement qui a enveloppé l'esprit des décideurs occidentaux face à cet assaut révolutionnaire maléfique, implacable et largement méconnu. Signé Christopher Story, Londres, janvier 2002. Donc le livre est sorti 5 ans auparavant, mais je me suis procuré la dernière édition de ce livre en date. Mais ce livre n'a jamais été traduit en français, encore une fois. Donc là, on a une bonne entrée en matière, je trouve. Alors, préface. Qu'est-ce que l'Union européenne ? Comprendre la nature de l'Union européenne est, de toute évidence, une condition préalable essentielle pour combattre efficacement cette entité supranationale révolutionnaire. Mais pour ce faire, ceux qui reconnaissent instinctivement que l'Union européenne est une puissance collective destructrice sans Dieu, doivent soumettre leur esprit à une certaine discipline peut-être peu familière. Cela est nécessaire parce qu'une réflexion sérieuse sur ce sujet ne peut avoir lieu que si l'observateur est capable de rompre le charme que l'Union européenne, qui est familière avec l'occulte, exerce sur l'esprit, notamment l'esprit britannique et européen.
Ce qu'il faut aborder avant tout, c'est la nature de ce phénomène politique sans précédent qui a émergé pour déstabiliser, collectiviser et usurper la souveraineté des nations européennes. Pour ne pas se voiler la face, il faut savoir ce qu'est l'Union européenne et comprendre ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas compatible avec la poursuite de l'existence des États-nations qui la composent. Qu'est-ce donc exactement que l'Union européenne? L'essence de la crise de l'Europe, qui est une composante essentielle du malaise qui affecte le monde entier, est que l'Union européenne menace la souveraineté nationale. En effet, son seul objectif est précisément de supplanter les États-nations qui la composent, conformément à la directive fondamentale de Lénine, selon laquelle l'État-nation doit être détruit. En bref, l'Union européenne possède des propriétés qui l'opposent à l'existence continue de ses membres. S'ils souhaitent rester des États-nations souverains et donc conserver la possibilité d'éviter une oppression irréversible, ils doivent écouter la voix du ciel décrite au chapitre 18, verset 4 du livre de l'Apocalypse. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses fléaux. Christopher Story était quelqu'un de très chrétien. En effet, les structures de l'Union européenne sont engagées dans une guerre secrète incessante, de bas niveau, mais dont l'issue est prévisible, contre les États-nations qui la composent, tout en se faisant passer pour leurs bienfaiteurs. Sous le couvert d'une coopération ouverte et en constante expansion, la Libye préférée du ministère britannique des Affaires étrangères, l'Union européenne est en pratique engagée dans une collectivisation à grande échelle par le biais d'une réglementation implacable et ouverte, l'essence même du communisme. C'est pour ça qu'ils ont vraiment réussi avec le Brexit à sauver leur pays, hein, les Anglais. Donc nous, on n'en est pas là du tout. Surtout avec les bras cassés qui s'appellent souverainistes. Il n'est donc pas surprenant que Mikhail Gorbatchev, lors d'une brève visite à Londres le 23 mars 2000, ait décrit l'Union européenne comme le nouveau soviet européen. Vous le saviez ça? C'est intéressant. Hein, tant que les élites politiques et décisionnaires des pays membres de l'Union européenne qui se soumettent docilement à ces règles et qui ont une compréhension superficielle et socialiste de ce qui se passe autour d'eux ne prendront pas conscience de cette réalité désagréable, un processus qui implique de reconnaître la nature de l'Union européenne elle-même, le niveau de malaise dont l'Union européenne est à la fois la cause première et la manifestation malveillante continuera à augmenter, avec des conséquences toujours plus déstabilisantes pour les sociétés européennes et donc parallèlement pour le monde entier. Conformément à l'objectif de Lénine, les frontières nationales sont ouvertement remises en question. Les stratèges idéologiquement possédés qui poussent le projet de l'Union européenne avec une telle détermination révolutionnaire ont pour objectif urgent de cacher aussi longtemps que possible au peuple d'Europe leur objectif ultime de détruire et de remplacer les États-nations européens que le collectif de l'Union européenne est censé servir. Entre-temps, tout ce qui est concevable est fait pour diminuer le prestige, la valeur et l'importance de la nation en tant que structure éprouvée pour l'organisation de la société. Par tous les moyens détournés et subliminaux dont elle dispose, l'Union européenne cherche à diminuer, à usurper le concept et la réalité de la nation, en prévision du jour pas si lointain où les nations qui la composent auront été absorbées et étouffées par l'Union européenne elle-même. Et donc vous avez les communistes qui se disent souverainistes, qui appellent l'Union européenne ultra-libérale. Parce que si elle n'est pas ultra-libérale, ça veut dire qu'elle est communiste. Hein. Mais le libéralisme, en effet, poussé à son extrême, nie lui aussi les frontières. C'est le projet libertarien. C'est évident que nos dirigeants ne sont pas libertariens. Enfin, je veux dire, quiconque a écouté une seule seconde un discours libertarien voit bien que Ursula von der Leyen, ou avant elle Barroso, ou je ne sais pas quel maoïste, parce que Barroso était un maoïste, n'a rien à voir avec un libertarien. Enfin. Mais voilà comment les communistes français, de Zemmour à Philippot, en passant par Asselineau et Paul-Marie Couteau, que je connais mieux que les autres, pour avoir longtemps travaillé avec lui, je connais ce discours par cœur, le leur. Et là, il est très bien décrit par Christopher Story. Alors, objectif principal repris du manuel soviétique. Pour quelle autre raison les partisans d'une Union européenne toujours plus étroite, imitant un objectif énoncé dans le principal manuel révolutionnaire mondial des soviétiques, les fondements du marxisme-léninisme, insiste-t-il de manière répétitive sur l'importance de préserver les caractéristiques nationales particulières qui distinguent une ancienne civilisation européenne d'une autre. Comme l'a déclaré l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel, à Königswinter le 17 mars 1997, l'Europe tire sa force et sa vitalité de sa diversité de cultures, de langues et de traditions, et ce riche potentiel doit être soutenu et développé. Cette ligne, le refrain fréquent des europropagandistes selon lequel les caractéristiques nationales doivent être préservées à tout prix, masque l'intention agressive sous-jacente de l'Union européenne de liquider les anciennes nations constitutives elles-mêmes au moyen d'un coup d'État continu par tranche.
La propagande insistante, promettant la préservation des caractéristiques nationales, est destinée à servir de substitut au maintien de la nation et dissimule l'objectif principal qui est l'extinction des nations. Car si l'Union européenne parvient à ses fins, c'est ce qui se produira, et les États-nations visés auront elles-mêmes coopéré à leur propre destruction, conformément au dicton le plus connu de Lénine, selon lequel, si l'on donne suffisamment de cordes à la bourgeoisie intéressée, elle se pendra collectivement. C'est ce que font ces perfides dirigeants nationaux, dans l'indifférence ou le ressentiment de leur population captive, apparemment trop démoralisée pour opposer une résistance. Robert Burton, 1576-1640, philosophe anglais, a déclaré dans l'Anatomie de la mélancolie que c'est le diable lui-même qui est l'auteur de la confusion et du mensonge. Burton reprenait bien sûr la condamnation familière et cinglante de Jésus-Christ à l'égard du légalisme des pharisiens qui n'adoraient pas Dieu, mais le règlement. Vous êtes de votre père le diable et vous ferez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de lui-même, car il est menteur et père du mensonge. Les euro-idéologues tisserands et trompeurs, qui résident par exemple au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et dans les intestins des partis politiques britanniques depuis longtemps compromis, savent bien, comme le diable lui-même, qu'ils poursuivent, en facilitant une réglementation obsessionnelle et oppressive de l'Union européenne, des politiques collectivistes qui sont un anathème pour l'écrasante majorité des populations européennes visées et qui vont à l'encontre des intérêts les plus fondamentaux des peuples. Ils exercent une pression dans la poursuite de leurs objectifs effrontés en s'appuyant sur leur stock apparemment inépuisable de ruses et de tromperies, sur la propagande incessante qu'ils diffusent dans le domaine public par le biais de leur contrôle des médias, et surtout sur le fait qu'ils ont forcé les pays ciblés à se conformer maussadement à la corvée du respect de leur programme obsessionnel toujours plus étendu, morne et coercitif de contrôle collectivisé progressif. Voilà, inutile de vous dire que je bois du petit lait. Vous aussi, j'imagine. En tout cas, j'espère. De nombreux antagonistes dignes de ce nom de l'Union européenne ont commis l'erreur fatale au fil des ans de laisser leurs réflexions et leurs réponses s'enliser interminablement dans les détails horribles de l'insidieux traité évolutif et de ses conséquences, sans se rendre compte que le traité les invite à contrôler leur esprit. C'est un piège qui a un certain attrait, en particulier pour ceux qui ont une formation juridique. En effet, de grands cabinets d'avocats coûteux se sont créés et se sont spécialisés dans le droit européen. Certains parlementaires influents se sont tellement attachés au légalisme obsessionnel du traité, en constante évolution, qu'ils ne supportent pas l'idée de s'en passer. Ils sont véritablement infestés par un esprit de légalisme pervers. Malgré une connaissance encyclopédique de ces articles, protocoles, paragraphes et statuts oppressifs, sournois et contradictoires, ainsi que des directives, règlements et règles qui en découlent, ils ne sont nullement favorables à ce que la Grande-Bretagne quitte le collectif. Au contraire, selon eux, l'Union européenne doit être réformée et l'adhésion de la Grande-Bretagne renégociée, ce que le collectif ne pourra jamais admettre. Il n'est pas suggéré que les étudiants sérieux de ces questions ne prêtent qu'une attention superficielle au petit caractère de l'avalanche des documents crachés par les structures collectivistes de l'Union européenne, imitant ainsi l'excentricité de Kenneth Clark, l'ancien chancelier de l'Échiquier, qui s'est fait un point d'honneur de déclarer qu'il n'avait jamais lu le traité de Maastricht, ou de Douglas Hurd, aujourd'hui Lord Hurd, qui, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a été entendu après avoir signé le traité de Maastricht s'exclamer, je cite, « Eh bien, nous ferions mieux de savoir ce que nous venons de signer. » Fin de citation. Au contraire, il faut connaître au moins le squelette du traité collectif pour être en mesure de le regarder sans passion et de comprendre son objectif sous-jacent, sans jamais se laisser hypnotiser ou intimider par ses généralités utopiques grandioses, sa mission oppressive d'organiser tous les aspects des relations et des vies européennes, ses prescriptions marxistes obtuses, son langage délibérément ambivalent et vide, qui rappelle par hasard la rédaction pan-germanique nazie, d'où provient une grande partie de son charabia confus et contradictoire, ainsi que sa terminologie léniniste typiquement perverse, des mots comme commun, action commune, etc. Bon, ça y va fort, hein, j'adore ça. Alors, aveuglement volontaire et lâcheté des politiciens. Ça continue. Franchement, je vous recommande d'acheter ce livre parce que c'est tout du même tonneau. Là, je vous lis que le début parce que ça vous donnera une idée. Après avoir perçu la sombre réalité de la façon dont l'Union européenne cherche à imposer la pression de ce qui peut être décrit comme sa volonté collective démoniaque sur les peuples et les nations d'Europe sous la couverture fournie par le consentement erroné de leur gouvernement subverti, virgule, il faut
afin d'évaluer l'esprit de ce mécanisme de coercition collectivisée, se détacher du texte séduisant du traité et examiner sa véritable intention. C'est peut-être ce que l'on peut voir le plus clairement d'un point de vue britannique, étant donné que l'extinction de la souveraineté britannique s'avère être le processus le plus douloureux de tous. Parce que la Grande-Bretagne, contrairement à certains autres pays de l'Union européenne, a une histoire de souveraineté qui remonte à plus d'un millénaire. C'est aussi l'histoire de la France. On est encore plus ancien que l'Angleterre. On n'est pas foutu de sortir de cette Union européenne. L'idée erronée selon laquelle l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne peut ou doit être renégociée met en évidence la nature même de l'Union européenne. Un locataire mécontent peut souhaiter renégocier son bail avec son propriétaire. Le niveau d'insatisfaction du locataire à l'égard du bail existant peut atteindre un point tel que continuer à vivre dans la propriété est presque devenu intolérable. Cependant, si le propriétaire en question indique qu'il n'est pas disposé à accommoder le locataire mécontent en lui accordant un nouveau bail modifié qui tienne compte des sources d'insatisfaction du locataire, ce dernier perd son temps et son énergie à se plaindre de la situation ou à chercher à persuader le propriétaire qu'un nouveau bail devrait être accordé. Si le propriétaire n'est effectivement pas disposé à répondre comme il le souhaite, le locataire sera frustré et aura le choix entre s'accommoder de la situation ou quitter les lieux et en subir les conséquences. Celles-ci peuvent, à la réflexion ou en fin de compte, s'avérer bien moins graves que de continuer à tolérer un état de fait devenu depuis longtemps insupportable. Pour mélanger les métaphores, si vous sautez tout habillé dans une piscine, vous pouvez difficilement vous plaindre de la sensation désagréable créée par les vêtements trempés que vous portez, et vous ne pouvez pas non plus objecter que vos vêtements sont mouillés. La seule solution à votre problème est de reprendre vos esprits, de sortir de la piscine, d'enlever vos vêtements trempés, de vous sécher et d'en mettre d'autres secs. Pour pousser la parabole jusqu'à son extrême ridicule, vous ne pouvez pas non plus vous plaindre raisonnablement, après coup, de ne pas avoir apprécié la mesure dans laquelle vos vêtements étaient susceptibles d'absorber l'eau. Cette analogie grossière s'effondre cependant lorsqu'on examine les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, par exemple, s'est retrouvé dans une telle pagaille au sujet de son adhésion à l'Union européenne. En effet, lorsque la Grande-Bretagne a commis l'erreur fatale d'accepter d'adhérer à la Communauté économique européenne en 1972, la plupart des Britanniques s'imaginaient que l'organisation s'occupait principalement de commerce. Les parlementaires britanniques sont restés coupablement aveugles à la réalité, malgré le fait que le Premier ministre de l'époque, Edward Heath, et d'autres idéologues europolitiques, y compris au moins un agent connu très important de l'internationale communiste, avaient ouvertement révélé leur utilisation du stratagème marxiste, employé pour la première fois au début des années 1900 par les sociaux-démocrates russes, consistant à exploiter l'attrait du progrès économique comme principal levier pour établir le cadre révolutionnaire sur lequel la fédération politique en Europe devrait être réalisée. Et voilà. L'aveuglement géopolitique chronique des élites, associé à la trahison des actifs au sein des classes politiques qui comprennent la stratégie, a, en un peu plus d'une génération, amené le Royaume-Uni et les autres États membres de l'Union européenne au bord de l'extinction nationale. C'est ma voix qui a une extinction de voix. Pour quelle autre raison les partisans d'une Union européenne toujours plus étroite, imitant un objectif énoncé dans le principal manuel révolutionnaire mondial des soviétiques, les fondements du marxisme-léninisme, insistent-ils de manière répétitive sur l'importance de préserver les caractéristiques nationales particulières qui distinguent une ancienne civilisation européenne d'une autre? Comme l'a déclaré l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel, à Königswinter le 17 mars 1997, l'Europe tire sa force et sa vitalité de sa diversité de cultures, de langues et de traditions, et ce riche potentiel doit être soutenu et développé. Cette ligne, le refrain fréquent des europropagandistes selon lequel les caractéristiques nationales doivent être préservées à tout prix, masque l'intention agressive sous-jacente de l'Union européenne de liquider les anciennes nations constitutives elles-mêmes au moyen d'un coup d'État continu par tranche. La propagande insistante, promettant la préservation des caractéristiques nationales, est destinée à servir de substitut au maintien de la nation et dissimule l'objectif principal qui est l'extinction des nations. Car si l'Union européenne parvient à ses fins, c'est ce qui se produira, et les États-nations visés auront elles-mêmes coopéré à leur propre destruction, conformément au dicton le plus connu de Lénine, selon lequel, si l'on donne suffisamment de cordes à la bourgeoisie intéressée, elle se pendra collectivement. C'est ce que font ces perfides dirigeants nationaux, dans l'indifférence ou le ressentiment de leur population captive, apparemment trop démoralisée pour opposer une résistance. Robert Burton, 1576-1640, philosophe anglais, a déclaré dans l'Anatomie de la mélancolie que c'est le diable lui-même qui est l'auteur de la confusion et du mensonge.
Burton reprenait bien sûr la condamnation familière et cinglante de Jésus-Christ à l'égard du légalisme des pharisiens qui n'adoraient pas Dieu, mais le règlement. Vous êtes de votre père le diable et vous ferez les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de lui-même, car il est menteur et père du mensonge. Les euro-idéologues tisserands et trompeurs, qui résident par exemple au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et dans les intestins des partis politiques britanniques depuis longtemps compromis, savent bien, comme le diable lui-même, qu'ils poursuivent, en facilitant une réglementation obsessionnelle et oppressive de l'Union européenne, des politiques collectivistes qui sont un anathème pour l'écrasante majorité des populations européennes visées et qui vont à l'encontre des intérêts les plus fondamentaux des peuples. Ils exercent une pression dans la poursuite de leurs objectifs effrontés en s'appuyant sur leur stock apparemment inépuisable de ruses et de tromperies, sur la propagande incessante qu'ils diffusent dans le domaine public par le biais de leur contrôle des médias, et surtout sur le fait qu'ils ont forcé les pays ciblés à se conformer maussadement à la corvée du respect de leur programme obsessionnel toujours plus étendu, morne et coercitif de contrôle collectivisé progressif. Voilà, inutile de vous dire que je bois du petit lait. Vous aussi, j'imagine. En tout cas, j'espère. De nombreux antagonistes dignes de ce nom de l'Union européenne ont commis l'erreur fatale au fil des ans de laisser leurs réflexions et leurs réponses s'enliser interminablement dans les détails horribles de l'insidieux traité évolutif et de ses conséquences, sans se rendre compte que le traité les invite à contrôler leur esprit. C'est un piège qui a un certain attrait, en particulier pour ceux qui ont une formation juridique. En effet, de grands cabinets d'avocats coûteux se sont créés et se sont spécialisés dans le droit européen. Certains parlementaires influents se sont tellement attachés au légalisme obsessionnel du traité, en constante évolution, qu'ils ne supportent pas l'idée de s'en passer. Ils sont véritablement infestés par un esprit de légalisme pervers. Malgré une connaissance encyclopédique de ces articles, protocoles, paragraphes et statuts oppressifs, sournois et contradictoires, ainsi que des directives, règlements et règles qui en découlent, ils ne sont nullement favorables à ce que la Grande-Bretagne quitte le collectif. Au contraire, selon eux, l'Union européenne doit être réformée et l'adhésion de la Grande-Bretagne renégociée, ce que le collectif ne pourra jamais admettre. Il n'est pas suggéré que les étudiants sérieux de ces questions ne prêtent qu'une attention superficielle au petit caractère de l'avalanche des documents crachés par les structures collectivistes de l'Union européenne, imitant ainsi l'excentricité de Kenneth Clark, l'ancien chancelier de l'Échiquier, qui s'est fait un point d'honneur de déclarer qu'il n'avait jamais lu le traité de Maastricht, ou de Douglas Hurd, aujourd'hui Lord Hurd, qui, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a été entendu après avoir signé le traité de Maastricht s'exclamer, je cite, « Eh bien, nous ferions mieux de savoir ce que nous venons de signer. » Fin de citation. Au contraire, il faut connaître au moins le squelette du traité collectif pour être en mesure de le regarder sans passion et de comprendre son objectif sous-jacent, sans jamais se laisser hypnotiser ou intimider par ses généralités utopiques grandioses, sa mission oppressive d'organiser tous les aspects des relations et des vies européennes, ses prescriptions marxistes obtuses, son langage délibérément ambivalent et vide, qui rappelle par hasard la rédaction pangermanique nazie, d'où provient une grande partie de son charabia confus et contradictoire, ainsi que sa terminologie léniniste typiquement perverse, des mots comme commun, action commune, etc. Bon, ça y va fort, hein, j'adore ça. Alors, aveuglement volontaire et lâcheté des politiciens. Ça continue. Franchement, je vous recommande d'acheter ce livre parce que c'est tout du même tonneau. Là, je vous lis que le début parce que ça vous donnera une idée. Après avoir perçu la sombre réalité de la façon dont l'Union européenne cherche à imposer la pression de ce qui peut être décrit comme sa volonté collective démoniaque sur les peuples et les nations d'Europe sous la couverture fournie par le consentement erroné de leur gouvernement subverti, virgule, il faut, virgule, afin d'évaluer l'esprit de ce mécanisme de coercition collectivisée, se détacher du texte séduisant du traité et examiner sa véritable intention. C'est peut-être ce que l'on peut voir le plus clairement d'un point de vue britannique, étant donné que l'extinction de la souveraineté britannique s'avère être le processus le plus douloureux de tous. Parce que la Grande-Bretagne, contrairement à certains autres pays de l'Union européenne, a une histoire de souveraineté qui remonte à plus d'un millénaire. C'est aussi l'histoire de la France. Hein. On est encore plus ancien que l'Angleterre. On n'est pas foutu de sortir de cette Union européenne. L'idée erronée selon laquelle l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne peut ou doit être renégociée met en évidence la nature même de l'Union européenne. Un locataire mécontent peut souhaiter renégocier son bail avec son propriétaire.
Le niveau d'insatisfaction du locataire à l'égard du bail existant peut atteindre un point tel que continuer à vivre dans la propriété est presque devenu intolérable. Cependant, si le propriétaire en question indique qu'il n'est pas disposé à accommoder le locataire mécontent en lui accordant un nouveau bail modifié qui tienne compte des sources d'insatisfaction du locataire, ce dernier perd son temps et son énergie à se plaindre de la situation ou à chercher à persuader le propriétaire qu'un nouveau bail devrait être accordé. Si le propriétaire n'est effectivement pas disposé à répondre comme il le souhaite, le locataire sera frustré et aura le choix entre s'accommoder de la situation ou quitter les lieux et en subir les conséquences. Celles-ci peuvent, à la réflexion ou en fin de compte, s'avérer bien moins graves que de continuer à tolérer un état de fait devenu depuis longtemps insupportable. Pour mélanger les métaphores, si vous sautez tout habillé dans une piscine, vous pouvez difficilement vous plaindre de la sensation désagréable créée par les vêtements trempés que vous portez, et vous ne pouvez pas non plus objecter que vos vêtements sont mouillés. La seule solution à votre problème est de reprendre vos esprits, de sortir de la piscine, d'enlever vos vêtements trempés, de vous sécher et d'en mettre d'autres secs. Pour pousser la parabole jusqu'à son extrême ridicule, vous ne pouvez pas non plus vous plaindre raisonnablement, après coup, de ne pas avoir apprécié la mesure dans laquelle vos vêtements étaient susceptibles d'absorber l'eau. Cette analogie grossière s'effondre cependant lorsqu'on examine les raisons pour lesquelles le Royaume-Uni, par exemple, s'est retrouvé dans une telle pagaille au sujet de son adhésion à l'Union européenne. En effet, lorsque la Grande-Bretagne a commis l'erreur fatale d'accepter d'adhérer à la Communauté économique européenne en 1972, la plupart des Britanniques s'imaginaient que l'organisation s'occupait principalement de commerce. Les parlementaires britanniques sont restés coupablement aveugles à la réalité, malgré le fait que le Premier ministre de l'époque, Edward Heath, et d'autres idéologues europolitiques, y compris au moins un agent connu très important de l'internationale communiste, avaient ouvertement révélé leur utilisation du stratagème marxiste, employé pour la première fois au début des années 1900 par les sociaux-démocrates russes, consistant à exploiter l'attrait du progrès économique comme principal levier pour établir le cadre révolutionnaire sur lequel la fédération politique en Europe devrait être réalisée. Et voilà. L'aveuglement géopolitique chronique des élites, associé à la trahison des actifs au sein des classes politiques qui comprennent la stratégie, a, en un peu plus d'une génération, amené le Royaume-Uni et les autres États membres de l'Union européenne au bord de l'extinction nationale. C'est ma voix qui a une extinction de voix. Car les institutions démocratiques nationales ont été exploitées, sur le modèle même du Comintern, pour la destruction de l'État. Le deuxième congrès de l'Internationale communiste, qui s'est tenu à Moscou en 1920, a déclaré, je cite, « On ne peut parler d'utilisation des organisations bourgeoises que dans le but de les détruire ». Et fin de citation, et Lénine lui-même a écrit qu'aucun parlement ne peut en aucun cas être pour les communistes une arène de lutte pour les réformes. La seule question qui se pose est celle de l'utilisation des institutions de l'État bourgeois pour leur propre destruction. Fin de citation. La cécité à l'égard de la nature de l'incube politique régional qui a évolué vers le collectif Union européenne reflète une incapacité à discerner la véritable nature de cette monstruosité, associée à un refus lâche de prendre des mesures politiques significatives pour arrêter de manière décisive la progression de la conspiration. Car ce processus est en effet une conspiration, comme expliqué aux pages 50-51. Donc ça, il faudra vous procurer le livre si vous voulez savoir. Par conséquent, c'est les politiciens nationaux qui semblent être des antagonistes de l'Union européenne évitent généralement de suggérer que les nombreux problèmes insolubles qui accablent les pays membres de l'Union européenne et leurs parlements, en conséquence directe des décisions honteuses qu'ils ont prises et de l'engagement euro-idéologique des bureaucraties nationales qui sont censées être subordonnées à l'Union européenne, peuvent être résolus de manière efficace. Inexplicablement, cette perspective semble terrifier de nombreuses personnalités, en particulier parmi les classes politiques compromises, en dépit des insultes quotidiennes à notre intelligence perpétrées par les euro-idéologues, alors qu'ils se démènent pour construire leur tour de Babel condamné. En effet, les personnalités politiques nationales et leurs conseillers eux-mêmes peuvent considérer leurs collègues et homologues européens avec un mépris mal dissimulé. C'est en tout cas ce que semblent faire les responsables britanniques. Selon le Sunday Times du 16 décembre 2001, qui rend compte de la réunion du sommet de l'Union européenne qui s'est tenue à Laeken, en Belgique, en décembre 2001, un membre très haut placé de la délégation britannique a déclaré aux journalistes britanniques « Beaucoup de ces gens sont des bouffons, nous les considérons avec un mélange d'horreur et d'amusement ». Un autre délégué britannique a décrit le ministre belge des Affaires étrangères d'extrême gauche, Louis Michel, comme un parfait idiot. Ces représentants britanniques n'ont fait qu'exprimer des opinions qui, de toute évidence, sont largement partagées par les cercles politiques de Londres depuis de nombreuses années.
Pourquoi alors la Grande-Bretagne continue-t-elle à gaspiller du temps et des ressources officielles pour son adhésion désastreuse à ce collectif politique confus, corrompu et pourtant idéologiquement offensif? En 1996, il a été démontré que le coût net de l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne était de l'ordre de 300 milliards de livres, soit suffisamment pour construire des hôpitaux modernes dans toutes les grandes villes du monde. Il semble qu'après plusieurs décennies d'adhésion, les pays européens soient prêts à tolérer n'importe quelle quantité d'arrogance et d'incompétence bureaucratique, d'oppression réglementaire, de corruption et d'euro-abus, afin d'éviter ce que leurs élites et leurs communautés diplomatiques craignent le plus, être laissés pour compte. En réalité, bien sûr, une position de leadership national résolument indépendante envoûterait le reste du monde, attirerait l'attention et le respect du monde entier, transformerait le moral de la population captive démoralisée et ouvrirait la voie à de nombreuses décennies de croissance économique vigoureuse. Comme d'habitude, la pensée logique, comme c'est le cas pour toutes les questions relatives à l'euro, est mise à l'envers. Si le Royaume-Uni persiste dans son adhésion à l'Union européenne, il paiera un prix économique, sans parler du prix politique, beaucoup plus lourd dans les années à venir que celui qu'il a déjà dû payer depuis 1972, car l'Union européenne collective est confrontée à un avenir économique sombre comparé à celui qui attend les États-Unis et même la Grande-Bretagne. En effet, selon les projections des Nations unies, la population de l'Union européenne, des 15, à l'époque c'était les 15, passera de 376 millions d'habitants en 2000 à environ 339 millions en 2050, la partie active de la population, c'est-à-dire les personnes âgées de 15 à 55 ans, passant de 231 millions à environ 167 millions, soit une baisse de 27,6%. Au Japon, où les Nations unies prévoient que la population globale se contractera de 127 millions en 2000 à 109 millions en 2050, la population en âge de travailler passera de 78 millions, 79 millions à 49 millions, c'est-à-dire une baisse de près de 30%. En revanche, la population de la Grande-Bretagne devrait rester plus ou moins inchangée, 59,5 millions en 2000 et 58,9 millions en 2050, car de plus en plus de personnes vivent plus longtemps. La population en âge de travailler passant d'environ 35,9 millions à quelques 30 millions, soit une baisse de 16%. Mais les perspectives pour les États-Unis sont tout à fait différentes. La population américaine de 283 millions d'habitants passera à 397 millions en 2050, la population en âge de travailler passant de 176 millions à 217 millions, selon les estimations, soit une augmentation de plus de 23%. Cela signifie que les marchés des biens et services, les logements, les biens de consommation durable, les articles ménagers, les automobiles, produits électriques et services d'appui augmenteront progressivement aux États-Unis, alors que, sur la base de ces projections, c'est le contraire qui se produira inévitablement en Europe continentale et au Japon. En outre, le salut économique de l'Union européenne ne se trouve pas, contrairement à l'idéologie pan-germanique traditionnelle, à l'Est, où la population décline encore plus fortement que dans certaines parties de l'Union européenne. Le cas le plus extrême est celui de, tenez-vous bien, l'Ukraine, dont la population s'est contractée de 5% entre 1994 et 2000, passant de 52,11 millions à 49,57 millions selon le FMI, et où la population active passera de 30,5 millions en 2000 à environ 14,7 millions en 2050. En Russie également, où la population est passée sur la base des données du FMI de 148 millions d'habitants en 1994 à 145,5 millions en juin 2000, soit moins 2,5%. Une simple extrapolation montre que la population globale aura diminué à 115,4 millions d'habitants en 2050, au sein de laquelle la population en âge de travailler aura été réduite, selon les projections de l'ONU, de 92 millions en 2000 à seulement 51 millions en 2050, soit une contraction de plus de 44%. Dans les années à venir, l'économie russe sera aidée par l'exploitation de ses ressources énergétiques en collaboration avec des sociétés et experts occidentaux. Il s'agit là de la principale communauté d'intérêt tactique entre la Russie et l'Occident, notamment la Grande-Bretagne, principalement par le biais de British Petroleum, et les États-Unis. Mais dans l'ensemble, ces données démontrent de manière frappante, pour la Grande-Bretagne, que son attachement à l'Union européenne, jusqu'à présent largement désastreux et lourd, l'a conduit vers un avenir économique relativement sombre, alors que le désengagement et l'identification avec l'économie nord-américaine offrent des récompenses incomparablement plus importantes. Ça, heureusement, les Anglais l'ont compris. Vous vous rappelez, c'était toujours le contraire qui nous était dit, si vous partez, si vous faites le Brexit, ça sera l'apocalypse économique. Ah là là. La population britannique n'est pas en train de s'effondrer, même si la composante active diminuera au fil des ans. Ce qui est clair comme de l'eau de roche, c'est que la collectivisation de l'épargne, en particulier des pensions, qui est prévue et suivra la consommation de la collectivisation de l'Union européenne en général, se ferait au détriment de la Grande-Bretagne, mais au profit de l'économie de la zone euro, qui est confrontée à un déclin bien plus décisif de sa population active et productive. En d'autres termes, pour des raisons démographiques et économiques uniquement, l'avenir de la Grande-Bretagne se trouve définitivement en Amérique du Nord.
Cependant, en raison de l'impact corrosif de l'idéologie collectiviste de l'Union européenne, une logique de base comme celle-ci tombe généralement sur un sol pierreux. Les principales raisons historiques de l'attitude défaitiste partagée par les élites européennes, notamment par les Britanniques, ne sont pas faciles à identifier. Certains la font remonter à la lassitude des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et à la détermination résignée et pragmatique des responsables politiques européens à institutionnaliser la coopération à tout prix, afin d'éviter la répétition des horreurs subies par les pays européens au cours de la première moitié du XXe siècle. Mais cet ouvrage avance des preuves d'une explication moins complaisante de la collectivisation progressive de la souveraineté qui s'est produite. Tout d'abord, comme condition préalable, la phase actuelle de la révolution mondiale léniniste a été précédée par l'abandon des empires coloniaux européens, longtemps réclamés, obtenus et exigés par l'internationale communiste. Lors du 27e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, convoqué en 1986, l'ancien chef de la police géorgienne et secrétaire du parti, le général Shevardnadze, s'est vanté que l'objectif de décolonisation du Comintern, c'est-à-dire le démantèlement des empires d'Europe occidentale, parallèlement à l'établissement de facto de l'empire communiste déclaré et secret, avait été pratiquement atteint. Et ce sentiment léniniste a été repris par Douglas Hurd peu de temps avant que le gouvernement britannique ne remette le joyau inestimable de Hong Kong aux Chinois communistes émerveillés, non seulement pour rien, mais aussi avec le cadeau gratuit des réserves de change alors détenues par les autorités de Hong Kong d'une valeur de plus de 70 milliards de dollars. Donc là, vous comprenez beaucoup de choses aussi. Tous ces mouvements décoloniaux, là, par qui ils sont aidés, financés, soutenus, à votre avis? Voilà. Ça, on ne le dit jamais. Toujours, on vise les États-Unis, mais c'est de la folie. Deuxièmement, à la suite de la longue marche, entre guillemets, des agents d'influence à travers les institutions de l'Occident, accompagnée de l'offensive de radicalisation gramscienne associée à la société permissive lancée par les soviétiques, des éléments ont accédé à des postes de décision dans toute l'Europe qui sont liés au même programme collectiviste-léniniste que les imprudents pensaient avoir abandonné en 89-91. Ces développements ont facilité le triomphe et l'hégémonie de facto de la stratégie de convergence du collectif stratégique soviétique, qui présuppose que la convergence entre l'Est et l'Ouest ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par des léninistes soviétiques. Ces conditions, qui ont été énoncées par Mikhaïl Gorbatchev dans sa conférence du prix Nobel de la paix en juin 1992 et dans sa conférence antérieure sur la fin de la guerre froide à Fulton, dans le Missouri, s'apparentaient essentiellement à un chantage grossier, consistant en une menace implicite sur laquelle les relations internationales avaient été réorientées par les soviétiques sur de nouveaux rails, de sorte que l'humanité voyagerait désormais ensemble dans le même train et donc dans la même direction politique unique, puisque l'alternative d'un conflit mondial était tout simplement trop terrible à envisager. En termes soviétiques, cela signifie que l'Occident n'a pas le choix. Soit vous faites ce que nous disons, soit vous précipitez la Troisième Guerre mondiale. Et donc, là, on voit vraiment que ce livre est la poursuite des ouvrages de Golitsyn, mais sur l'Union européenne. Donc c'est vraiment très intéressant, très complémentaire au travail de Golitsyn. C'est normal, c'est son éditeur qui l'a écrit. Ensuite, le plus grand collectif politique du monde. L'Union européenne est un collectif politique. C'est manifestement une tautologie et un truisme que dans un collectif, quel qu'il soit, les décisions soient prises collectivement. Par définition, la collectivisation tend inévitablement vers l'oppression, puisque ceux dont les opinions ne prévalent pas sont tenus, en vertu de leur appartenance au collectif, d'accepter les opinions et les décisions désagréables du collectif dans son ensemble, quels que soient les moyens techniques utilisés pour parvenir à ces décisions. Depuis que le collectif politique a été imposé aux populations européennes par une combinaison de référendums truqués, de diktats et de tromperies, toutes les populations des pays membres de l'Union européenne sont et se sentent opprimées. Le niveau actuel d'oppression n'est cependant rien comparé à ce qui nous attend. Ça, je veux bien le croire. Alors même que l'auteur mettait une dernière main à ce texte, il a été informé de façon à peine moqueuse qu'en raison de son refus obstiné d'accepter la vision politiquement correcte de l'Union européenne, de l'utopie européenne, il devait s'attendre à se faire arracher les orteils et les ongles avec des pinces chauffées au fer rouge. Les décisions des institutions du collectif de l'Union européenne ont généralement un caractère trompeur et totalitaire. Une technique, qui est une approximation générale de la méthodologie collectiviste de prise de décision employée par les institutions antidémocratiques de l'Union européenne, se fait passer pour une construction de consensus et sera familière à quiconque a eu le malheur d'assister à une réunion de vision, un conseil de parties prenantes ou une conférence socialiste similaire orientée vers le contrôle des esprits. La recherche du consensus ne consiste pas à convaincre qui que ce soit de changer d'avis. Au contraire, elle permet d'éviter et d'éliminer les opinions contradictoires en commençant et en terminant par une position prédéterminée, qui peut ou non être communiquée au groupe.
La recherche du consensus, une technique révolutionnaire mise au point par les planificateurs stratégiques léninistes, est mise en œuvre par des facilitateurs qualifiés qui posent des questions destinées à susciter le silence ou à obliger les personnes susceptibles de s'opposer à une politique donnée à s'identifier. Dans le cas inhabituel où l'opposant isolé prend le dessus dans le forum, il ou elle est généralement réduit au silence par des slogans, des réponses agressives et des contre-arguments, tels que le fait que le dit antagoniste soit engagé dans la création de caractères ou la désignation de coupables. Il s'agissait en fait d'éléments d'un torrent d'invectives gratuites dirigées contre l'auteur lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Prague en septembre 2000 par Mary Robinson, ex-présidente de l'Irlande, puis haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les animateurs ne demandent pas si tout le monde est d'accord, ce qui encouragerait tout le monde à commencer à parler, mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la proposition prédéterminée, ce qui encourage généralement tout le monde à se taire, puisque la plupart des gens craignent, de façon irrationnelle, ce que leurs pairs peuvent penser d'eux. De plus, les questions posées lors de telles réunions sont généralement formulées de manière à ce qu'elles semblent exprimer une idée universellement considérée comme bonne, ou bien généralement ressentie comme mauvaise. Dans le contexte de l'environnement, une dimension des opérations révolutionnaires dans laquelle la révolution continue est fortement investie, étant donné ses intentions sous-jacentes de lutte contre la propriété et de réduction de la population, un facilitateur pourrait demander « Quelqu'un pense-t-il que nous ne devrions pas nous préoccuper du bien-être futur de notre espèce ?» Le principe de tromperie sous-jacent, ici, est qu'il est presque impossible de prouver qu'il n'existe pas de consensus sur une question aussi prédéterminée. Ainsi, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a déclaré à un moment donné qu'un consensus parmi 2000 scientifiques avait déterminé que le réchauffement de la planète était causé par l'activité humaine. Un point de vue douteux, très fortement démenti par de nombreux experts faisant autorité. Mais le soi-disant consensus reste fermement ancré dans la perception du public, comme le souhaitaient les services secrets soviétiques, puisque cette initiative a été lancée lors du 27e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en 1986. Est-ce que vous le saviez? Moi, je ne le savais pas. Malgré le désaccord exprimé par des milliers de scientifiques. Et voilà, là vous avez un peu la clé de la propagande réchauffiste. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le prétendu consensus n'avait pas été validé, même par un vote de paille, Mikhail Khujatar, secrétaire exécutif de la conférence des partis, a répondu, je cite, « Le consensus n'est pas l'unanimité, il dépend beaucoup du président. » Fin de citation. Cette attitude cynique, arrogante, totalitaire, collectiviste et antidémocratique se rencontre régulièrement dans le contexte de l'Union européenne. Plus largement, l'histoire montre que collectivisation et totalitarisme sont interchangeables. Sous Staline, les pauvres paysans russes qui avaient été trompés par des bolcheviks en croyant qu'ils obtiendraient leur propre terre pour la cultiver, pour découvrir ensuite que le titre de propriété leur était refusé, ont appris que les droits minimaux dont ils avaient temporairement joui sous le champion autoproclamé des classes ouvrières et des paysans, Lénine, allaient être supprimés. Et allait être totalement retirée par l'achèvement complet de la collectivisation agricole, de sorte que leur situation, quelques années seulement après la Révolution russe et après la Terreur rouge et la guerre civile, était bien pire qu'elle ne l'avait été sous le servage, qui avait été techniquement aboli en 1861. La collectivisation a conduit directement à l'oppression, l'opposition des paysans les plus riches était contrée par l'anéantissement physique. Ces observations pratiques et historiques nous rappellent en principe les risques potentiellement extrêmes que l'on court en adhérant à tout collectif. Selon le contexte, l'appartenance à un collectif implique inévitablement de faire confiance aux représentants des co-membres, ce qui peut être imprudent, insensé, dangereux et peu judicieux, et de se placer inutilement dans une position où l'on est obligé d'accepter des décisions potentiellement désagréables sans avoir la moindre chance de revenir sur ces décisions, et encore moins d'obtenir une contrepartie valable. En effet, toutes les décisions collectives sont, par définition et par intention, irréversibles, un terme largement utilisé, et pas par hasard, dans le traité de Maastricht et ses suites, le plan directeur de l'insidieuse Union européenne collective. En outre, le collectif de l'Union européenne, qui a évidemment des intérêts divergents de ceux de ses participants, s'aventure sans cesse sur des territoires nationaux non autorisés auparavant par les membres individuels, puisqu'il est intrinsèquement poussé par l'impératif de collectivisation de toutes les dimensions de l'existence au sein de sa juridiction en constante expansion. Mais les stratèges européens révolutionnaires, toujours prudents, ont anticipé cela et ont pensé à une solution entre guillemets, puisque leurs cerveaux frénétiquement agités et hantés par la poursuite d'un contrôle total ont anticipé pratiquement toutes les réponses imaginables aux plaintes concernant leurs intentions fondamentalement oppressives. Conformément à la pratique courante des communistes déclarés,
qui poursuivent leurs objectifs politiques fous en appliquant la règle selon laquelle aucune réunion ne peut se terminer avant que la date de la réunion suivante ait été fixée, le traité de l'Union européenne est soumis à une révision tous les 4 ans. Grâce à ce dispositif, issu de la pratique communiste, les stratèges ont pu conduire les établissements politiques et bureaucratiques nationaux, pénétrer à leur insu vers l'extinction nationale par le nez, sous le couvert du slogan de la coopération. En effet, la perspective d'une révision quadriennale du traité collectif est perpétuellement brandie devant eux, entretenant l'illusion que le terrain malheureusement cédé aux collectifs politiques peut toujours être récupéré plus tard, malgré la doctrine de l'acquis communautaire de l'Union européenne. Cette pratique révèle en outre la véritable nature du collectif européen. Il va de soi que si le traité collectif n'est censé durer que 4 ans dans sa forme actuelle, il a tendance à étendre ses compétences, puisqu'il doit être révisé en permanence et qu'il n'existe pas de clause de caducité. Cela signifie qu'aucune question n'est jamais réglée. Un curieux paradoxe, puisque, comme nous l'avons déjà noté, les décisions du collectif ne peuvent être annulées, contrairement aux décisions démocratiques. Les décisions du collectif politique ne sont jamais annulées, elles sont simplement modifiées afin de poursuivre les objectifs du collectif dans son ensemble, plutôt que ceux de ses membres. En effet, dans le collectif, les questions ne sont pas considérées comme nécessitant une solution en soi, mais plutôt comme des moyens de promouvoir les intérêts du collectif. Par conséquent, les problèmes de l'Union européenne ne sont jamais résolus, sauf dans l'intérêt du collectif, et même alors, seulement sur une base provisoire. Ce qui est décrit ici est l'essence même de la révolution. Car le vrai sens du mot révolution, bien sûr, c'est tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Aucune révolution n'atteint jamais son objectif, elle est plutôt son propre objectif. Cette considération, à son tour, illustre la vérité centrale que les révolutions sont intrinsèquement démoniaques. Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent admettre que quiconque passe sa vie à tourner en rond finit par devenir fou furieux. Nous avons donc mis en lumière le caractère et l'intention fondamentalement révolutionnaire du collectif de l'Union européenne, en le reliant définitivement à la révolution plus large qui harcèle le monde contemporain, comme c'est le cas depuis la Révolution française il y a plus de 2 siècles. Car, comme nous le verrons, le rôle révolutionnaire du collectif de l'Union européenne ne peut être correctement compris sans une solide compréhension parallèle de la nature fausse et léniniste des changements, communisme effondrable, qui se sont produits en 1989-1991, donnant lieu au phénomène du non-communisme destiné à tromper l'Occident en lui faisant croire que la menace du communisme était soudainement évaporée, alors qu'en réalité, le communisme déclaré en Europe de l'Est a été brusquement plié dans une série d'événements contrôlés, tandis que l'ancienne Union soviétique a été subdivisée précisément pour ouvrir la voie à l'expansion vers l'Est de son remplaçant, le collectif de l'Union européenne. La dernière réunion des représentants du Comecon, qui s'est tenue à Budapest dans le but de fermer officiellement l'organisation, a duré moins d'une demi-heure. Dans le contexte de la politique intérieure britannique, l'illusion que la souveraineté peut être rapatriée de Bruxelles, qui présuppose une incapacité totale à comprendre la nature et l'objectif collectiviste de l'Union européenne, a typiquement pris un certain nombre de formes reconnaissables. Parmi les fonctionnaires du bureau central conservateur, par exemple, il était souvent dit, avant la défaite du gouvernement conservateur aux élections générales de 1997, que toutes les erreurs commises sur l'Europe pourraient toujours être réparées par un parlement ultérieur, car aucun parlement britannique n'a le pouvoir de lier ses successeurs. Cette information ayant été fournie par un ancien fonctionnaire du bureau central conservateur, elle ne peut être contestée. De telles illusions révèlent à quel point les progrès incessants du projet de l'Union européenne ont dépassé la capacité de comprendre ce qui s'est passé, même pour ceux qui se trouvent au centre de l'élaboration des politiques des partis. La conséquence nette, réelle d'une implication détaillée dans n'importe quelle dimension des affaires européennes est révolutionnaire, ce qui signifie ici que la victime se retrouve à tourner en rond, l'objet immuable de l'exercice. Moi, ça me fait penser aux manifestations de Philippot pendant le confinement. Il faisait tourner en rond les gens. C'est exactement ça. Et par extension et à dessein, la collectivisation définit et précipite une confusion sans fin que le collectif cherche ensuite sans cesse à dompter par des offensives réglementaires toujours plus oppressives et onéreuses. Voilà, je m'arrête là parce que je ne veux pas faire trop long, mais vous voyez, ce livre est vraiment passionnant. Je vous invite à vous le procurer, il n'existe qu'en anglais malheureusement. Je verrai si, après avoir traduit Perestroika Deception, et peut-être le Golitsyn, le premier, dans différentes langues, je pourrais le traduire celui-là en français. Il faut que je me renseigne sur les droits et tout ça, mais s'il est libre de droit, oui, ce serait intéressant effectivement de publier en français, comme vous le reconnaissez, j'imagine, puisque ce discours, vous l'avez jamais entendu, moi je l'avais jamais entendu avant de lire ce livre. Et c'est pourtant
ce qui démontre que les Anglais ont vraiment bien fait de faire le Brexit et de se rapprocher des États-Unis et de quitter ce Titanic-là qu'est l'Union européenne, en voie de soviétisation avancée, avec des commissaires européens et qui se rapprochent à la fois de la Chine et de la Russie via la Chine, mais elle se fait avoir par ce biais-là. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à parler de cette souscription autour de vous, parce que je suis censuré relativement, hein. Je passe sur Sud Radio une fois par an, donc c'est pas suffisant pour me faire connaître du grand public. Et donc, je vous souhaite bonne continuation et gardez la foi. Portez-vous bien et à bientôt.